Monsieur le Président de la République, bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de Canal+, qui a consacré de nombreuses heures à Copenhague. Vous partez demain pour rejoindre 110 chefs d'État. Alors, quel est votre objectif pour ces 48 heures? Et s'il y a un bon accord, ce sera quoi? Effectivement, un rendez-vous qui est historique. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tout le monde n'est pas spécialiste. Qu'est-ce qui se passe? Des scientifiques du monde entier se sont réunis et après des analyses extrêmement longues, extrêmement approfondies, ont dit de façon consensuelle, il faut absolument limiter la hausse des températures à 2 degrés dans le siècle qui vient, sinon c'est la catastrophe absolue. Donc ça, c'est l'objectif du week-end. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Bon. Ils ont dit une deuxième chose, c'est que nous sommes la dernière génération qui peut faire quelque chose. Je veux dire, ceux qui vont nous succéder, même s'ils avaient la volonté d'arrêter le processus de destruction de la planète, ils ne pourraient pas le faire. Donc, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant, et on sait ce qu'il faut faire pour arriver à maintenir à 2 degrés l'augmentation. Quelle décision faut-il prendre? Il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, la production de carbone dans l'atmosphère, de 50% pour le monde entier d'ici à 2050. Et nous, il faut qu'on fasse encore plus. Donc on sait très exactement ce qu'il faut faire. Et quant à l'Afrique, la malheureuse, elle a besoin absolument qu'on l'aide. Parce que c'est les premiers qui seront emportés dans un mouvement de destruction complet. Pour l'emporter, il faut que l'Europe ait à ses côtés l'Afrique. Et comment peut-on avoir l'Afrique à nos côtés? Il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent que l'Afrique est à 12 km de l'Europe, par le détroit de Gibraltar, qu'il y a 500 millions d'Africains qui ont moins de 17 ans, qu'il y a plus de la moitié des Africains qui n'ont pas accès à l'énergie primaire. Il faut qu'on les aide. En aidant l'Afrique, on s'aide nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle, avec Gordon Brown, nous avons mis une proposition sur la table qui consiste, parce que les Africains ont reçu tellement de promesses, qu'il faut maintenant du concret, 10 milliards de dollars chaque année, 2010, 2011, 2012, chaque année, pour aider l'Afrique à trouver de l'eau, à se développer d'une manière durable, à éviter la pollution, pour qu'ils s'en sortent, à préserver la forêt. Sait-on que la deuxième forêt du monde, c'est la forêt du bassin du Congo, juste derrière l'Amazonie. Je les avais rencontré cet après-midi les à déjeuner, les 11 chefs d'État africains à constater. Donc, à Copenhague, on arrive, l'Europe et l'Afrique. Nous voulons donner les moyens à l'Afrique de se développer, c'est notre intérêt. Alors, une fois qu'on aura donné 10 milliards chaque année, qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique et les pays pauvres? Notre idée, c'est qu'on décide à Copenhague des financements innovants. Et la France a proposé qu'on taxe les transactions financières. Qu'est-ce que c'est un financement innovant? Un financement innovant, par exemple, il y a des transactions financières tous les jours dans le monde. Si on fait une toute petite taxe sur chaque transaction financière et qu'on l'affecte pour le développement des pays les plus pauvres, on a beaucoup d'argent qui va créer de la croissance et qui va sortir l'Afrique du drame. 40% de cet argent ira à l'Afrique. Barack Obama est d'accord, parce qu'on ne peut pas tout faire sur l'argent public. Tous nos budgets sont en déficit. Il y a une limite. Donc les financements innovants, c'est des nouveaux financements qui permettent de lutter contre la pauvreté et d'aider l'Afrique à sortir du drame. Voilà, si on n'est pas l'Afrique... Obama est d'accord avec vous sur tout le point Il est d'accord. Et la Chine? Autre point d'accord, j'y viens. Excusez-moi parce que faut être très précis. Autre point d'accord, il serait presque d'accord sur la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Pourquoi? Que je demande. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une organisation internationale qui vérifie que tous les engagements que nous prenons les uns et les autres, ils seront vérifiés, ils seront tenus. Il faut bien qu'il y ait une organisation qui distribue les crédits qu'on va lever avec les financements innovants. Les États-Unis, vous êtes la première puissance du monde. La première puissance du monde doit montrer le chemin, elle ne doit pas le suivre. Et c'est très important qu'on mette un front. Le plus grand pollueur du monde aussi par habitant. Oui, enfin les Chinois vont bientôt les dépasser. Les Chinois en global sont bientôt les dépasser. Mais vous vous rendez compte, si on arrive à Copenhague, Europe, Afrique, États-Unis, on peut convaincre tout le monde. Alors, côté des Chinois, ils disent, nous on prend des engagements, mais on ne veut pas être contrôlé internationalement. Ah ben ça, c'est pas possible. Parce que alors, si chacun dit ça, fait son propre contrôle, voilà aujourd'hui. Et je vais à Copenhague avec le souci qu'on ait un succès. C'est quoi un succès? Quels sont les critères du succès? Que tout le monde soit d'accord sur l'objectif des 2 degrés, que tout le monde soit d'accord sur la limitation à 50% en 2050 des émissions, que tout le monde soit d'accord sur la mise en place de financements innovants pour aider l'Afrique et les pays plus pauvres à se développer,
que tout le monde soit d'accord sur la création d'une organisation mondiale de l'environnement pour vérifier les engagements. Si on a ça, ça sera un succès. Et sinon? Le pays qui prendrait le risque de casser cet accord international, ce pays serait isolé et prendrait une responsabilité historique qu'il ne pourrait pas supporter. Qu'est-ce que ça va changer dans notre mode de vie? Votre propre bilan carbone est énorme. Comment allez-vous le réduire? Qu'allez-vous faire? Mon propre bilan carbone, par les voyages. Bon, comment je vais faire? Vous savez, si je ne m'étais pas déplacé, si je n'avais pas été à Manaus, à Trinidad, si je ne courais pas la planète pour essayer de rassembler une majorité pour gagner à Copenhague, les conséquences ne seraient pas plus lourdes. Vous pensez que ça serait avancé si j'étais resté dans mon petit bureau? Ah, évidemment, je n'aurais pas produit beaucoup de carbone, Michel Denisot. Est-ce que j'aurais produit des résultats aussi? Est-ce que vous croyez que le travail du président de la 5e puissance du monde, c'est de rester dans son bureau, les bras croisés, en attendant que les autres avancent? Dernière question sur le sujet. Est-ce que vous avez toujours eu une conscience écologiste? Non. Non, j'ai changé. Vous savez, je n'avais pas cette conscience-là avant de m'y intéresser. J'ai été interpellé que des milliers de scientifiques dans le monde disent la même chose. Alors je sais bien que certains en France, et c'est leur droit, ne disent pas exactement la même chose, mais des milliers de scientifiques. J'ai reçu le prix Nobel dont je parlais à 4 reprises. Je me suis renseigné et j'ai vu la catastrophe. Puis je me suis dit, attends, tu es chef d'État. Si j'agis pas maintenant, quand est-ce que j'agirai? Donc, pendant la campagne électorale, j'avais promis le Grenelle de l'environnement, j'avais indiqué que la défense de l'environnement serait une de mes priorités, et chaque mois qui a passé, me confrontant au dossier et à la réalité scientifique, mais je me suis dit, on ne peut pas attendre, il faut y aller. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le risque de faire la taxe carbone, le Grenelle de l'environnement, le bonus-malus, la fiscalité pour permettre aux gens de mieux calfeutrer leurs appartements, faire des économies d'énergie. Ben, oui, j'ai évolué en me rendant compte qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi, que je n'avais pas le droit de ne pas être au rendez-vous.